le thème que nous avons choisi, ce n'est pas simplement un mot, une formule pompeuse, ce que le monde doit à Gaza. Et on va voir qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que vous connaissez, puis d'autres que j'ai apprises sur le terrain, et puis à l'occasion de travaux, de recherche et d'écriture. Lorsque je suis allé, par exemple, à Gaza, pendant la guerre de 2008-2009, pendant cette guerre de l'hiver, eh bien, je me souviens d'avoir côtoyé une soixantaine de chirurgiens égyptiens qui étaient arrivés dans des conditions difficiles, parfois sous des tunnels, en prenant de gros risques politiques. Et je me souviens que l'un des chirurgiens, qui était un patron de chirurgie vasculaire au Caire, il avait fait un petit topo en partant, juste avant de finir son travail, et il avait dit avant de venir à Gaza, je priais tous les jours pour mes pauvres amis Razaouis. Et après être venu ici passer quelques semaines, je me suis rendu compte que c'était moi qui étais pauvre. C'est-à-dire qu'au fond, il avait exprimé avec des mots très simples et très raccourcis un sentiment que moi j'éprouve effectivement depuis très longtemps, c'est-à-dire tout ce que l'on apprend à Gaza, tout ce que l'on doit à Gaza, tout ce que Gaza nous a appris, et on pourrait même étendre la formule en disant de quoi nous sommes maintenant redevables à Gaza, car nous avons une responsabilité dans ce qui se passe. Alors, pour parler des aspects positifs, ce que le monde doit à Gaza, on peut l'articuler en trois, je dirais, chapitres principaux. Ce que le monde doit historiquement à Gaza, l'histoire de Gaza, elle est mal connue, mais quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit qu'elle est très riche, et je vais vous donner des exemples qui sans doute vont vous frapper. Ce que le monde contemporain doit au Gaza contemporain, et là je raconterai de manière très pratique ce que moi, au cours des 22-23 dernières années, me rendant régulièrement à Gaza, tout ce que j'ai appris de nouveau, tout ce que j'ai vu d'intéressant, que je ne savais pas, toutes les idées que j'ai pu y puiser, en tout cas une partie. La troisième partie qui me semble très très importante, c'est ce que le droit international doit à Gaza, avec deux aspects. L'aspect du droit que l'on connaît, avec lequel on fait avec, et puis l'aspect positif du droit, comment utiliser le droit pour se défendre indépendamment d'autres moyens. Et c'est là véritablement que Gaza est véritablement pionnier ou pionnière en matière juridique. Alors sur le plan historique, rappelons quelque chose de très simple que beaucoup de gens connaissent, mais ils n'en mesurent pas l'importance aujourd'hui, c'est la notion d'État. Vous voyez, un État, c'est un espace clairement défini où une population donnée se met d'accord pour se soumettre à une loi commune. Donc c'est le début du moment où on passe de l'intérêt particulier ou de la dictature d'un chef à l'intérêt général. Vous voyez, c'est ça qui motive l'État sur une région précise, avec évidemment des contre-pouvoirs, c'est-à-dire une police pour faire respecter la loi qui s'applique à tous de manière égalitaire, et une armée pour protéger les frontières du territoire étatique que l'on a défini. Eh bien, il y a 3000 ans, Gaza était ce qu'on appelait une ville-État. C'est-à-dire que dans la ville de Gaza, il y a 3000 ans, on s'était soumis à une loi commune avec une égalité des citoyens. Et il y a 3000 ans, 5 villes-États qui côtoyaient Gaza, c'est-à-dire Ashkelon, Ashdod, Ekron et Gath, plus Gaza, ça fait 5 villes, ont décidé de s'associer dans une seule ville-État, ou plutôt dans un seul État, qui a pris le nom de la Philistia, Philistine. C'est-à-dire que l'État de Palestine, le plus ancien, s'est constitué certainement l'un des plus anciens États du monde, eh bien c'est l'État de Palestine. Donc vous voyez que nous avons un long chemin jusqu'à la France qui ne reconnaît toujours pas l'État de Palestine, mais quelle méconnaissance historique fondamentale. Alors, historiquement, eh bien, la mémoire de ce passé,
on le retrouve par exemple dans le sous-sol de Gaza, avec des vestiges très anciens, est exposé actuellement, et c'est une bonne initiative, même une initiative politique aussi. À Paris, à l'Institut du monde arabe, vous avez une exposition qui s'intitule Gaza, 5000 ans d'histoire. Et vous avez des objets, vous avez des mosaïques, vous avez toute une série de choses qui ont été extraites du sol de Gaza, qui ont été présentées en 2007 à Genève, qui sont restées dans des caisses et puis qui font l'objet d'une nouvelle exposition et qui font partie, on peut le dire, un peu de vestiges, puisque finalement, ces collections qui ont été conservées à Genève eh bien, sont intactes et peuvent être exposées aujourd'hui au public. Mais je disais que c'était aussi, il y avait une valeur politique à cette exposition. En particulier, vous avez la deuxième salle de l'exposition où vous avez, eh bien, sur des tables à peu près de la taille de celle-ci, vous avez des photos aériennes des zones archéologiques les plus importantes de Gaza d'avant le 7 octobre, avec par exemple le monastère de Saint-Hilarion, qui est l'un des plus anciens sites monastiques du Proche-Orient. Saint-Hilarion, c'est le IIIe siècle. Et vous avez de la même taille, exactement la même prise de vue, prise de drone, actuellement. C'est-à-dire qu'on a avant la bataille et on a après la bataille actuelle. Et là, le message, je dois dire, est politique et très très fort, d'autant plus qu'à côté, on voit quelques petites photos où on voit ce qui apparaît de loin au premier abord comme des secouristes, vous savez, avec des gilets de couleur, mais là, ce n'est pas des gilets rouges, comme ceux qui vont sauver les hommes, les femmes, les enfants, c'est des gilets jaunes, et ce sont des fonctionnaires du ministère des Antiquités de Gaza qui essayent, de manière comme ils le peuvent, eh bien, de sauver quelques objets, de préserver quelques objets pour cette mémoire ancienne de Gaza. Ce qui m'a toujours frappé dans cette mémoire ancienne de Gaza, à travers les fouilles, à travers les deux petits musées qui existaient à Gaza, à travers le discours aussi des uns et des autres, eh bien, c'est que la mémoire très ancienne était présente aujourd'hui à Gaza. C'est-à-dire que la mémoire de Gaza, ce n'est pas simplement à partir de l'arrivée de l'islam au 7e siècle. C'est-à-dire que le patrimoine culturel de Gaza, celui qui fait les racines des Gazaouis, ce qui constitue leur identité, eh bien, c'est tout le patrimoine jusqu'à l'aube de l'humanité, jusqu'aux temps les plus anciens que l'on a été amené à connaître à Gaza. Et en particulier les musées, le monastère de Saint-Hilarion, qui a été découvert par des Palestiniens, aidés par des chercheurs français qui sont les moines de l'Institut biblique et archéologique de Jérusalem. Eh bien, tout cela sous la direction du ministère palestinien des Antiquités. Ce sont des chercheurs palestiniens qui ont travaillé, qui ont restauré les mosaïques, qui ont mis en valeur le chantier. Et ce sont les écoles de Palestine, les lycéens, qui vont visiter ces lieux et apprendre ainsi une partie de leur histoire. Alors, cette histoire, elle a évidemment été changée à l'arrivée de l'islam au 7e siècle, et là aussi, des leçons extrêmement puissantes sont à tirer de cette arrivée, parce que, contrairement à une espèce d'historiographie, mais qui a le plomb dans l'aile en ce moment, c'est vrai, heureusement, eh bien, l'arrivée de l'islam, ça a été une arrivée progressive, une arrivée pacifique. Et vous savez, pour la plupart d'entre vous, que le pacte omarien eh bien, prescrivait justement à ces armées arabes eh bien, de partager les lieux de culte. Et on en a des exemples flagrants, par exemple à Jérusalem, avec cette mosquée d'Omar, puisque Omar, eh bien, le calife, a refusé d'aller prier dans l'église des chrétiens pour laisser cette église justement au culte des chrétiens. Et c'est à côté de la mosquée du Saint-Sépulcre qu'a été construite la mosquée d'Omar. On a eu exactement le même phénomène, les mêmes instructions qui se sont reproduites à Gaza avec l'arrivée de Amir ibn Alas,
qui a réparti les lieux de culte, qui a laissé au culte chrétien l'église Saint-Porphyre, qui a été l'église du IVe siècle, qui a été sévèrement bombardée ces derniers temps, mais à ma connaissance, il en reste une partie. Et cette église Saint-Porphyre, église chrétienne, orthodoxe, eh bien, elle a continué à fonctionner jusqu'à nos jours, vous voyez. Et par contre, l'ancienne cathédrale, église Eudoxiana, qui avait été construite pour les chrétiens à l'époque de l'impératrice Eudoxia, est passée au culte musulman et a été transformée en mosquée. Et cette mosquée, à l'arrivée des croisés, eh bien, il y a eu à nouveau, mais dans des conditions de violence que l'on connaît, qui n'ont rien à voir avec l'arrivée de l'islam, eh bien, cette mosquée a été transformée à nouveau en église, en basilique. Et ce qui était frappant, c'est que cette mosquée Al-Oumari, c'était une église qui a été construite ou reconstruite à l'époque des croisés, c'est-à-dire au XIIe siècle, et cette mosquée avait exactement l'aspect extérieur et intérieur de n'importe quelle église du XIIe siècle de la région de France d'où étaient partis les croisés, c'est du centre de la France. Vous retrouviez exactement une église du XIIe siècle. Et cette église a été parfaitement conservée en l'état, bien que transformée en mosquée au départ des croisés, avec, et ça se reconnaît facilement, une grande moquette à carreaux, mais qui est tournée obliquement pour donner la direction de la Mecque, puisque l'église, évidemment, n'avait pas été construite dans cette direction. Et frappant, eh bien, c'est que cette mosquée, jusqu'au bombardement récent, eh bien, avait été parfaitement conservée, en parfait état. C'était la plus belle et la plus ancienne mosquée de Gaza. Et ça, c'est un symbole, vous voyez, ça fait partie de ce qu'on apprend à Gaza, et c'est ce que les historiens m'ont raconté. Il y a un consensus pour dire que, eh bien, entre l'arrivée de l'islam au 7e siècle, après cette arrivée, eh bien, les chrétiens sont restés numériquement majoritaires à Gaza pendant 5 siècles. C'est-à-dire qu'il y a eu 500 ans où, je dirais, même pas les deux communautés ont cohabité, car il ne s'agissait même pas d'une cohabitation, qui est un terme un petit peu péjoratif. Il s'agissait tout simplement de communautés religieuses qui étaient formées, premièrement, de Palestiniens, deuxièmement, d'Arabes, et troisièmement, de gens de cultes divers qui vivaient dans une harmonie et qui co-dirigeaient la cité. Un exemple pratique tout à fait simple que j'ai connu, eh bien, c'est que la messe qui se déroule traditionnellement le dimanche, évidemment, eh bien, à Gaza avait lieu le vendredi pour des raisons évidentes. Et à la fin de la messe orthodoxe, qui est un peu longue, hein, c'est du 2 heures, eh bien, on entre, on sort, c'est tout à fait amical, et les enfants courent, il n'y a pas de protocole, vous voyez. Eh bien, à la sortie de la messe, à 11 heures, on entend l'appel pour la grande prière du vendredi, et tout le monde se retrouve. Et entre la principale église et la principale mosquée, il y a 200 mètres, et tout ça, c'est au cœur de la vieille ville de Gaza qui a subi malheureusement tous ces ravages. Donc, vous voyez que l'histoire de cette mosquée, c'est bien plus que l'histoire d'un monument, c'est l'histoire d'une cohabitation heureuse, un temps dont on souhaiterait qu'il puisse revenir dans nos pays, et en particulier dans le mien. Alors, il y a bien d'autres exemples que l'on pourrait tirer de l'histoire ancienne. Je vous ai donné peut-être les plus frappants. Maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai appris à Gaza, des éléments qui m'ont permis d'apprendre beaucoup. J'avais circulé pas mal avant, mais je dois dire que c'est certainement Gaza qui m'a laissé le plus d'impressions définitives. J'ai commencé à aller à Gaza en 2001. En arrivant le premier jour, coupure d'électricité, bombardement, vous voyez, rien ne change, 2001, 2025, des bombardements, que des bombardements. Et j'ai été reçu par le ministre de la Santé avec toute une série de directeurs d'hôpitaux, de responsables de services,
Pour vous, les plus jeunes, ça vous semble absolument banal, une projection PowerPoint. Je dois dire que j'avais, en 2001, PowerPoint, ce n'était pas encore tout le monde. Et là, un groupe électrogène qui a été mis en route pour pallier à la panne d'électricité, à la coupure d'électricité en réalité. Et puis un PowerPoint avec des tableaux. Et déjà, je me souviens très bien des chiffres. Il y avait déjà, c'était le début de la deuxième intifada, il y avait déjà 35 000 blessés, 40% de lésions des membres. Et je me souviens que le professeur Francis Kahn qui m'accompagnait m'a dit « c'est du travail pour toi, chirurgien des membres ». Et jusqu'à aujourd'hui, la chirurgie orthopédique des membres est l'une des chirurgies les plus utiles à Gaza face à ces bombardements épouvantables, puisque les bombes qui sont utilisées, qui sont de plus en plus puissantes, font de plus en plus de morts. La proportion de morts est beaucoup plus élevée qu'elle n'était par rapport au nombre de blessés aujourd'hui. Et ceux qui survivent, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas des lésions vitales, thoraciques, abdominales ou cérébrales, eh bien, il leur reste toutes ces lésions des membres dont vous avez tous entendu parler et qui malheureusement, faute d'un certain nombre de moyens, y compris chirurgicaux, eh bien, se soldent souvent par des amputations. Donc il y a un énorme travail à faire après ces bombardements massifs. Alors ce qui m'a frappé au cours de ces presque 25 ans, eh bien, c'est aussi tout ce qui se passe en dehors de ces bombardements massifs, en dehors de ces horreurs. Et il faut bien se rendre compte, c'est une société qui a continué à fonctionner et donc qui a continué à lutter par tous les moyens. L'un des premiers moyens étant celui de l'éducation. Et donc l'éducation, avant 1967, eh bien, il y avait une éducation primaire. Il faut remercier l'UNRWA, tous les Gazaouis, quels qu'ils soient, remercient l'UNRWA, mais remercient les Nations Unies d'avoir implanté, structuré, organisé des écoles primaires, puis des écoles secondaires. Et puis, beaucoup restent très amicaux envers l'Égypte aujourd'hui, puisque pour les études supérieures, les étudiants allaient faire des études gratuites en Égypte. Et puis arrive la catastrophe de 1967 avec la coupure avec l'Égypte, avec l'occupation israélienne et très vite la nécessité de construire une université sur place. Et c'est cette université que j'ai vue fonctionner, détruite plusieurs fois au cours de ces 24 ans, avec notamment la première qui est l'université islamique, qui a été suivie pour la partie médicale par la création d'une école de chirurgie, d'une faculté de médecine. Et j'ai assisté à la création de cette faculté de médecine puisque c'était en 2001 et le premier doyen, le Mofid Moukalalati, mon ami, qui malheureusement est décédé depuis. Donc j'ai vu démarrer cette université. Je me suis dit, oh, je vais aller à Gaza pendant 5 ans et puis tout ça va s'arranger, donner un petit coup de main dans l'enseignement, dans les formations, et ça fait 25 ans et ça n'est pas terminé. Moyennant quoi, je dois dire, et je voudrais faire des compliments peut-être au directeur de cet institut, grâce et malgré une sélection drastique à l'entrée de la médecine, eh bien, ils ont réussi, dès les années 2001, à construire des étudiants puis des médecins d'une qualité exceptionnelle, en pratiquant une sélection à l'entrée basée sur les résultats de l'année scolaire et de façon à faire travailler des étudiants sans ce gâchis auquel on assiste dans nos pays en Europe, avec des étudiants qui passent un concours, une première, une deuxième année, et qui se retrouvent parfois après des années de travail sans la possibilité ni d'entrer en médecine, ni d'avoir un diplôme. Donc ils ont joué, entre guillemets, cette carte avec un enseignement qui se fait en anglais d'emblée, et ce qui fait qu'avec le développement de l'informatique, vous avez tous compris, eh bien, les étudiants et les étudiantes ont accès à toutes les banques de données médicales du monde et véritablement ont acquis directement un niveau exceptionnel, le meilleur niveau de formation en médecine que l'on puisse avoir, je dirais au moins sur le plan théorique, parce que, vous le savez,
la médecine, ça s'apprend à l'université, ça s'apprend aussi à l'hôpital, au centre hospitalo-universitaire. Donc il faut avoir sur place du personnel formé. Et là aussi, j'ai vu une progression extraordinaire en quelques années avec la création d'une école d'infirmières. Lorsque j'ai commencé à travailler là-bas, c'était des infirmiers et des infirmières formés sur le tas. C'était des médecins et des chirurgiens formés dans toute une série de pays étrangers où la première année était souvent consacrée exclusivement à l'apprentissage de la langue, qui revenaient sans avoir pratiqué d'activité hospitalière. Donc vous voyez, tout ça donnait parfois des niveaux exceptionnels, parfois des niveaux très moyens. Et avec cette décision de l'autonomisation, de la création d'une filière sur place, on a vu le niveau à la fois du personnel et le niveau des médecins augmenter de façon extraordinaire et se mettre au niveau international, au moins au plan de la connaissance, très rapidement. Avec évidemment le handicap de ne pas avoir peut-être toute l'imagerie, tous les laboratoires de recherche, les laboratoires d'examens médicaux, qui d'ailleurs, à chacune des offensives israéliennes, eh bien, ont constitué toujours les premières cibles des avions israéliens. Et je me souviens en particulier du bâtiment de laboratoire et de recherche qui a été le premier bombardé au cours de la guerre de 2008-2009. Et donc, à chaque fois, avec cette nécessité de repartir, non pas à zéro, parce que finalement, ce qui reste constant là-bas et que l'on ne peut absolument pas toucher, eh bien, c'est le niveau de formation, c'est le niveau de conscience, c'est les capacités, c'est l'intelligence et la formation de toute cette population qui est l'une des plus éduquées du monde. Alors, j'ai vu aussi quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est de voir la dynamique, vous voyez, la dynamique, la mobilité des cadres, le renouvellement des cadres. Et j'ai côtoyé des gens qui étaient un médecin et puis qui sont devenus directeurs d'hôpital, puis directeurs des hôpitaux, puis ministres de la Santé. Et tout ça avec un renouvellement très régulier et avec une population de gens qui arrivaient aux activités de travail à 40 ou 45 ans. Voyez. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. Voyez. Dans nos vieux pays européens, on n'atteint pas on ne vous donne pas des responsabilités à 40 ans. En tout cas, dans le secteur public, ça vient beaucoup plus tard et c'est certainement une source de ralentissement. J'ai vu aussi toute une série de filières post-chirurgicales, post-médicales constituées, c'est-à-dire que les filières de spécialistes ont été fondées au bout de 6 ans dans la foulée. J'ai vu aussi des congrès chirurgicaux avoir lieu. Il y avait un congrès qui s'appelait Surgery in Palestine, chirurgie en Palestine, tous les 2 ans. Et je me souviens une fois d'avoir assisté, il y avait une banderole à l'entrée de l'université avec la date, la publicité pour ce congrès, puis il y avait un trou dans la banderole. Je m'approche et je m'aperçois que c'était simplement la date du congrès. Comme il y avait eu une offensive israélienne, ils avaient simplement découpé la date et puis remplacé avec une autre date. Voilà. Et donc le congrès a eu lieu comme d'habitude. Et ce congrès était, là aussi j'ai beaucoup appris, était très intéressant parce que c'était toutes les spécialités chirurgicales ensemble qui venaient présenter leurs travaux. Et donc se confronter, montrer qu'en neurochirurgie, on faisait des choses, en endoscopie aussi, et dans toutes les spécialités, ce qui a l'avantage déjà de se mettre un petit peu en compétition, en avant, et d'autre part, eh bien, de créer des collaborations, parce que l'un des problèmes de la médecine actuelle et de la chirurgie, c'est le cloisonnement. Chacun devient de plus en plus hyper spécialisé. Finalement, les connexions ne se font plus et on ne bénéficie souvent qu'avec retard d'une innovation qui a été intéressante dans un domaine et qui n'est pas appliquée dans l'autre. Donc ce congrès de toutes les spécialités, vraiment, c'était quelque chose d'extrêmement intéressant. Et j'ai une dernière anecdote sur la partie médicale à propos de ces congrès. Eh bien, au bout de 6 ans, la première fournée d'étudiants et d'étudiantes en médecine, 50-50, eh bien, arrivait au stade de finir l'internat. Il y avait une session de présentation scientifique, qui était la session des résidents,
et comme ça se passe dans un certain nombre de pays, donc vous avez des jeunes qui passent toute l'année à préparer leur communication et qui sont très actifs, et il faut que ça soit bien. Et je me souviens très bien que lors de la session des résidents, il y avait une fille parlant un anglais parfait qui avait fait une communication excellente sur la morbidité comparée du cancer du sein à Gaza et en Cisjordanie, compte tenu du fait qu'à Gaza, le siège, etc. Et donc, c'était une étude épidémiologique extrêmement bien faite, utilisant toutes les données possibles. Et la fille, en finissant sa présentation, elle avait son micro, elle se tourne vers l'Assemblée. L'Assemblée, c'était des chirurgiens. Donc c'était 100% d'hommes, des vieux barbons comme moi, vous voyez, voilà. Et elle nous a regardés et elle a dit, ben, vous voyez, il y a quand même une chose que je regrette, c'est que la semaine dernière, c'était la semaine internationale de la femme, du cancer, de je ne sais plus quoi. Et qu'est-ce qu'on a fait à Gaza? Rien. Voilà. Et elle a dit ça face, vous voyez, à ce public. Je me suis dit, ouais, une fille qui a du culot, c'est bien. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite, c'est-à-dire que c'est elle qui a reçu des vieux barbons dont je faisais partie, mais je n'ai pas voté, elle a reçu le prix de la meilleure communication, vous voyez. Donc ça, vous voyez, c'est des choses dont on se souvient. Et je me suis souvenu de cette fille qui est devenue, 6 ans après, la première femme chirurgien elle formée à Gaza. Cette fille, je l'ai revue sur ces photos terribles qu'on voit lors des attaques israéliennes sur les hôpitaux. Elle a été l'une des dernières à opérer à Gaza. Et je l'ai vue parce qu'on voyait tout. Je l'ai vue partir à pied sous les colibets des soldats israéliens. Et heureusement, jusqu'à présent, j'ai eu encore sa photo et un petit mot ces jours-ci, elle est toujours vivante. Autrement dit, il y a des gens qui sont capables de devenir des icônes et des modèles à l'intérieur de cette bande de Gaza. Alors je m'aperçois que j'ai déjà épuisé mon temps, mais je sais qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas de limitation. Non. Donc je vais aborder le troisième volet, qui est en fait le plus important, me semble-t-il, peut-être pas, c'est peut-être pas ce que vous retiendrez, mais en tout cas qui est très important, ce que le monde doit à Gaza. Ce que le monde doit à Gaza, c'est le droit international, c'est l'application du droit international, c'est la revendication absolue que tout le monde suive le droit international. Et ça, malheureusement, c'est un message que l'on n'entend toujours pas dans notre pays. Je parle de la France, ainsi que dans d'autres pays qui sont extrêmement coupables. On oublie que, eh bien, c'est de Gaza que sont parties les premières plaintes en direction de la Cour pénale internationale, qui étaient des plaintes privées, 2009. C'est l'arrêt Amina, dont toute la famille a été tuée, eh bien, qui était une mineure, 16 ans, et qui allait porter sa plainte. C'était la première fois que la Cour pénale internationale a accepté une plainte remise par une mineure, puisque toute sa famille avait été exterminée. Et tout ça s'est fait en 2009, et c'est-à-dire à un moment donné où, par le biais d'élections, comme on dit, honnêtes et non faussées, eh bien, le Hamas avait remporté la majorité absolue au Parlement. Et c'est ce même Hamas, eh bien, qui a géré la bande de Gaza, et jusqu'aujourd'hui, faute de la possibilité d'avoir des élections, de pouvoir, dans des délais normaux, renouveler le président d'autorité palestinienne, les ministres et le Parlement. Et donc, c'est sous cette autorité de Gaza, qui est gouvernée par le Hamas, après des élections libres et non faussées, c'est la formule que je voulais vous donner tout à l'heure, eh bien, c'est lui qui s'est inscrit dans la durée en gérant toute l'administration, l'éducation, les hôpitaux, et en même temps en s'intéressant à la question juridique. Pour vous dire les choses en très raccourci, quand je parlais à mon ami Mahmoud Zahar au début de mes séjours à Gaza de la question du droit, il me disait, tu sais, le droit international, c'est quelque chose qui a été mis au point par les pays occidentaux. Pour les pays occidentaux, on n'y croit pas beaucoup. 15 ans après, le même Mahmoud Zahar, il était président du Legal Committee, c'est-à-dire du comité du Hamas chargé des actions juridiques en direction notamment
des organismes juridiques internationaux, pénaux internationaux. Donc vous voyez le basculement qui a eu lieu, et je dois dire que c'est cette capacité à affronter avec des idées nouvelles, avec des méthodologies nouvelles, qui m'a toujours fasciné. Et à partir de ces dates-là, il y a eu une date charnière, c'était l'année 2014. Vous vous souvenez qu'en 2014, il y a une nouvelle offensive. À chaque fois qu'un gouvernement d'union nationale se profile ou est constitué, il y a une offensive israélienne. Revoyez les chronologies, c'est systématique. Eh bien, à la suite, pendant la guerre de 2014, plutôt, il y avait un gouvernement d'union nationale effectif qui n'a pas duré. Il se trouvait que le ministre de la Justice de l'autorité palestinienne, Saïm al-Sakka, était de la bande de Gaza. Et il a émis une plainte. Donc c'était une plainte qui venait du ministre de la Justice de l'autorité palestinienne en cours. Eh bien, il a émis une plainte qui a été reçue à la Cour pénale internationale. Et à ce moment-là, l'une des trahisons multiples qui ont eu lieu, eh bien, c'est que le ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne de Ramallah est allé à La Haye quelques jours après. La procureure a dit à la question, cette plainte que j'ai sur la table qui vient de votre ministre de la Justice, c'est bien une plainte de la Palestine? Et la réponse a été non. Voilà. Donc cette plainte a été mise sous le coude, elle n'a pas été annulée parce que seule la personne qui a émis la plainte peut la retirer, mais elle sera réactivée, mais plus tard. Alors plus tard, ça a été l'adhésion de la Palestine, de l'État de Palestine au statut de la Cour pénale internationale, et ça, il faut reconnaître que l'autorité palestinienne a bien fait. C'est à peu près la seule chose, parce qu'après, lorsqu'elle aurait pu saisir la Cour, eh bien, elle a mis presque 3 ans avant de saisir la Cour. Donc, on se retrouve en 2018. Et entre les deux, eh bien, l'autorité de Gaza s'était rendu compte qu'il fallait apporter aux juges de la Cour pénale internationale des éléments juridiquement de qualité. Pour vous donner un exemple, lorsque, lors des marches du retour, ces jeunes qui s'avançaient en direction de la frontière avec Israël, qui se faisaient tirer dessus, eh bien, pour chaque victime, il fallait apporter à la Cour pénale internationale des éléments juridiquement indiscutables. Eh bien, ce sont les Palestiniens, c'est le Hamas qui a créé, sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, une cellule composée entièrement de Palestiniens et surtout de Palestiniennes, d'ailleurs, une grosse majorité de femmes. Eh bien, cellule de recueil de plaintes, de recueil de preuves, cellule de recueil de preuves. C'est-à-dire qu'un jeune s'approche de la frontière, on lui tire dessus, il tombe. Tout au long de la frontière étaient échelonnés des observateurs et des observatrices. On se précipite, on prend le nom de la victime. Toutes les personnes qui sont autour, on enregistre leur nom et leur téléphone portable, et chaque personne sera convoquée par la suite pour déposer, témoigner, dire ce qui a été vu, apporter d'éventuelles photos, puisque maintenant les photos et les vidéos sont courantes. On prendra les coordonnées de façon à pouvoir vous convoquer le jour venu en tribunal si c'est nécessaire. Et donc, chaque entretien, c'est 30 minutes avec un témoin, voyez. Le blessé est ramassé, il est emmené à l'hôpital, arrivé dans la salle d'urgence, 300 mètres carrés, entièrement rénovée. Une nouvelle équipe est là. Qui êtes-vous? Avec qui étiez-vous? À quelle heure? Après, le blessé, s'il est toujours vivant, il va en salle d'opération, par exemple. Et en salle d'opération, une nouvelle équipe demande au chirurgien de faire des prélèvements, par exemple, de tissus, de shrapnel, de balles, de tout ce que vous voulez. On met ça dans un flacon, on met des scellés, une date, etc. Et ça, ce sont des preuves. S'il y a un décès, une autopsie, etc., etc. Donc, vous voyez que la constitution de cette cellule de preuves, eh bien, c'est la formation de personnes hautement éduquées, non pas des juristes, mais formées tout simplement à ce recueil. Mais ce recueil, il est essentiel à un tribunal dont les moyens d'enquête sont extrêmement limités puisqu'Israël maintient le siège et refuse toute enquête internationale. Eh bien, vous voyez qu'avec ce travail palestinien sous l'autorité du ministère de l'Intérieur du Hamas, c'est 3000 plaintes, 3000 dossiers de plaintes individuelles qui sont parvenus à la Cour pénale internationale. Des plaintes individuelles des familles ou des victimes ou des familles de victimes. C'est-à-dire que personne ne peut les éliminer d'un trait. Et c'est très certainement, après 5 ans d'enquête préliminaire, grâce à cette masse de preuves, et d'ailleurs Fatou Bensouda, lorsqu'elle a ouvert l'enquête, elle a dit
nous avons reçu une masse énorme de documentation qui nous autorise, après 5 ans d'enquête préliminaire, à ouvrir une enquête approfondie. Je ne vous cache pas que pendant toutes ces périodes, eh bien, tout le monde se moquait des avocats qui étaient mandatés par les Palestiniens et par le Hamas, en disant ça n'arrivera jamais, jamais d'enquête approfondie ne sera ouverte. Après, Fatou Bensouda a décidé d'ouvrir l'enquête, mais elle a eu une intelligence, c'est-à-dire qu'elle a dit, moi, je peux ouvrir l'enquête, j'ai le droit, maintenant je peux le faire, j'ai ce qu'il faut, mais je vais quand même demander aux jurés de la Cour, aux juges de la Cour, ce qu'ils en pensent, parce que quand on enquête, eh bien, il faut préciser quelle période. Moi, je propose, mettons, à partir du 15 juin 2014 jusqu'à maintenant, et puis un territoire. Et elle a dit, moi, je propose Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est, parce qu'on ne va pas enquêter sur ce qui s'est passé au Liban, etc. On va serrer les choses. Elle a posé cette question, et la Cour a dit, on est complètement d'accord, vous enquêtez sur ce territoire et sur cette temporalité. Et ce qui est très important, c'est que Fatou Bensouda, dans le mémoire par lequel elle a ouvert l'enquête approfondie, elle a dit, bien entendu, cela ne signifie pas que la Cour pénale internationale trace des frontières, ce n'est pas du tout son rôle, mais nous avons accepté la Palestine comme État partie à la Cour pénale internationale avec tous les droits et tous les devoirs. Vous voyez, ce n'est pas des droits à étage, vous voyez, où l'Union européenne, où il y a des États qui ont certains droits, d'autres plus, etc. C'est un bloc, vous voyez. Tous les États partis ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ça résonne un petit peu aujourd'hui avec certains États partis, comme la France, pour ne pas la citer, eh bien, qui participent à la prolongation de l'impunité d'un criminel de guerre qui est l'objet d'un mandat d'arrêt international. La France devra un jour répondre de complicité d'extraction à la justice d'un criminel de guerre. Ça, c'est un fait juridique indiscutable. Et donc, la Cour pénale ne trace pas les frontières, mais a ajouté dans son mémoire, Fatou Bensouda, les frontières définitives ne pourraient être définies que sur la base de l'autodétermination de toutes les populations concernées. Autodétermination de toutes les populations concernées. Et finalement, on s'aperçoit que cet énoncé de type pénal par la plus haute autorité internationale, eh bien, correspond exactement à ce que l'on ne nous dit jamais dans nos médias, c'est-à-dire à la proposition du Hamas depuis des décennies concernant l'issue. Tout à l'heure, tu me parlais du futur. Moi, je ne suis rien du tout. Mais en tout cas, ceux qui sont à la tâche en ce moment, il n'y a pas seulement le Hamas, en pratique, il y a tous les groupes palestiniens, y compris des groupes du Fatah. La soi-disant division palestinienne, c'est une construction de l'esprit, c'est faux, c'est de la propagande. Eh bien, toutes ces composantes proposent une trêve de longue durée qui n'est pas du tout, comme on voudrait nous le faire croire, une espèce de tradition ancienne du temps du prophète, vous voyez, obscurantiste, etc. C'est tout simplement un constat de réalité qu'aucune paix, aucune justice ne peut être établie du jour au lendemain, qu'il faudra du temps, et d'autre part, eh bien, qu'une reconnaissance de l'État d'Israël, État d'Israël qui n'a pas la même loi pour tout le monde, il n'en est même pas au stade de la ville-État de la Philistia d'il y a 3000 ans, qui a des frontières qui ne sont pas définies, etc., etc. Donc il n'est pas question de reconnaître quelque chose que l'on ne peut définir. Et la question traîtresse qui consiste à vous poser cette question, que pensez-vous pensez-vous que le droit à l'existence de l'État d'Israël, droit, État et Israël sont trois notions. Je vous ai parlé de la notion d'État tout à l'heure, la notion de droit, on la connaît aussi. Israël n'a jamais respecté un seul jour la loi internationale. Donc, poser dans la même question, associer Israël à la question du droit, c'est évidemment une question à laquelle on ne peut pas répondre. La véritable question serait de poser la question à l'envers et de dire comment faire entrer l'État d'Israël dans l'ère du droit.
C'est ça la véritable question. Et à ce moment-là, un certain nombre d'étapes peuvent se proposer, en particulier par exemple l'égalité pour tous. Est-ce qu'Israël va aboutir l'état d'apartheid qui existe à l'intérieur du territoire de 48? Parce qu'on parle d'apartheid en Palestine, mais en Cisjordanie, à Gaza, ce n'est pas de l'apartheid. Vous avez un siège et une occupation. Ça, c'est le droit de la guerre. C'est la 3e convention de Genève, vous voyez. L'apartheid, c'est à l'intérieur d'un territoire donné, 2 populations qui sont discriminées par le droit. C'est le territoire de 48. Est-ce que l'apartheid a disparu en Afrique du Sud du jour au lendemain? Non. Est-ce que l'apartheid va disparaître dans le territoire de 48 du jour au lendemain? Certainement pas. Il faudra certainement une génération, vous voyez. Et donc, je voudrais terminer en parlant de cette notion de génération, qui n'est pas une notion artificielle, comme ça, sortie d'un esprit puissant et qui serait suspendu comme ça dans l'espace, le cheikh Yassine, dont je croyais initialement, il y a 25 ans, qu'il s'agissait d'une figure charismatique, mais peut-être un peu folklorique, vous voyez. On voyait ce petit homme paralysé des 4 membres. Moi, je suis un chirurgien spécialisé dans les paralysies. J'ai fait presque que ça toute ma vie. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Ce personnage, la première chose qu'il évoquait pour moi déjà, c'était la solidarité de la société dans laquelle il a vécu. Parce que quand vous êtes paralysé des 4 membres, dans beaucoup de sociétés, très vite, vous êtes mort. Quand vous avez besoin d'un aidant ou d'une aidante 24 heures sur 24, même pour vous gratter le nez quand il y a une mouche qui se pose dessus, eh bien, le cheikh Yassine, par son état physique, était le témoin d'une société extrêmement élevée dans ses notions d'éthique, de fraternité et d'entraide. Vous voyez, le cheikh témoin était un symbole. Et longtemps, j'ai cru que c'était un symbole. Mais après avoir côtoyé pendant des discussions, pendant des dizaines, des centaines, peut-être des milliers d'heures en 25 ans, avec mes amis du Hamas, eh bien, je me suis rendu compte qu'ils étaient tous passés par le cheikh Yassine, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'ils avaient tous été les confidents, les élèves, et ce cheikh Yassine, eh bien, c'était un visionnaire. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il a vu la défaite de 67, et surtout après la mort de Nasser, où les Palestiniens et beaucoup de gens dans le monde entier se sont sentis orphelins, il s'est dit non, la politique du coup de feu, ça ne peut pas marcher. On est dans un tel état de faiblesse vis-à-vis de l'adversaire, on ne pourra pas gagner sur ce plan. Par contre, il y a une urgence. Et cette urgence, d'ailleurs, je l'ai ressentie, et ça a été surtout, certainement, l'une des motivations du 7 octobre. Cette urgence qu'il se produisait avant le 7 octobre, mais également dans les années 70-75, à Gaza, ce qu'il se produisait, c'était une occidentalisation à outrance de la société palestinienne. C'était l'identité même de palestinienne qui était en cause à travers ces visites incessantes, à travers toute une série de choses que je décris dans cette biographie du cheikh Yassine. J'ai interviewé une trentaine de témoins qui ont travaillé avec lui. Donc, le cheikh Yassine remettait à 1 ou 2 générations l'étape ultime qui allait mener justement à la libération et à la Palestine de retrouver son identité et son territoire. Et donc il disait, il faut commencer par former les gens. Et moi, ma cible, ceux qui m'intéressent, c'est 12-18 ans. Voilà. Et j'ai rencontré toute une série de ces 12-18 ans qui sont devenus, après un certain nombre de leaders, pratiquement tous les leaders aujourd'hui du Hamas, vivants ou décédés, eh bien, ont travaillé avec le cheikh Yassine. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas simplement une image, ce n'était pas simplement une icône qu'on pose sur la cheminée, c'était quelqu'un qui, sorti un peu de nulle part, d'une famille extrêmement ordinaire, eh bien, a développé des capacités de raisonnement, de conviction extraordinaires. Et ces 30 témoins que j'ai interrogés m'ont raconté toute une série d'anecdotes qui montrent à quel point il était capable de réfléchir, de faire la synthèse d'un certain nombre d'éléments, d'y ajouter une part d'originalité, mais en étant en même temps quelqu'un qui écoutait
et qui ce n'était pas un chef. Il n'a jamais été chef de rien d'ailleurs. Tout venait de lui, mais il ne dirigeait rien du tout. Et il ne digérait rien du tout. Et il y a aussi des éléments qui sont très intéressants, c'était l'humour aussi. C'est quelqu'un qui avait le sens de l'humour. C'est quelqu'un qui aimait rouler dans la farine, comme on dit chez nous, certains qui pensaient gagner, au moins par les mots. Et ce Cheikh Yassine, qui avait été condamné à la prison à perpétuité, eh bien, lorsqu'il y avait vraiment des problèmes et qu'on amenait en prison des responsables politiques, des journalistes, on aimerait bien vous allez dire qu'il faut arrêter l'intifada, et il les retournait comme des crêpes et réussissait à passer des messages qui étaient à peu près l'inverse de ce que souhaitaient les journalistes. Il y a beaucoup d'humour. Il y a aussi de l'humour et une complicité entre le Cheikh Yassine et Arafat. J'ai eu beaucoup d'anecdotes qui m'ont été racontées qui manifestent qu'il y avait un respect très indiscutable entre les deux. C'est pour ça que cette soi-disant division des Palestiniens, j'ai encore entendu hier quelqu'un pourtant très bien, expliquer que le malheur des Palestiniens, c'est leur division. C'est une façon très classique de dire que la victime est responsable de son propre situation de victime. C'est tout à fait inexact, et il suffit d'aller parler avec tous ces responsables qui, justement, par cette formation qui part de la base, et donc avec une espèce de pyramide, et à chaque fois que les Israéliens tuent, assassinent un sommet de cette pyramide, il y en a un autre qui est derrière et qui monte avec une compétence, avec une formation. Et donc, aujourd'hui, le Hamas, ce n'est évidemment pas ni un seul homme, ni un seul groupe d'hommes. C'est en gros la moitié de la masse électorale. Et quand je dirais masse électorale, c'est certainement pas pour dire que l'ambition du Hamas, c'est une ambition électorale. Combien de fois j'ai entendu les plus hauts responsables du Hamas me dire « Nous voulons des élections, à la limite nous souhaitons les perdre de façon qu'enfin on nous laisse tranquilles et nous sommes capables de jouer le rôle d'une opposition constructive. Nous avons des idées sur tel et tel domaine. » Et d'ailleurs, par cette gestion extrêmement difficile sous siège, ils ont démontré des capacités de gestion, de changement extraordinaires. Ils ont développé une agriculture de subsistance. Moi, je rêve d'un congrès international sur l'autosuffisance, qui est un mot qui vient maintenant assez souvent dans les conversations. L'autosuffisance, le plus grand laboratoire d'autosuffisance qui existe au monde actuellement, c'est la bande de Gaza. Il faut voir ce qu'ils ont été capables de faire, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, sur un territoire extrêmement fermé. En 2 ans, ils étaient autonomes en production de légumes, par exemple. Voilà, donc je termine sur cette évocation du Cheikh Yassine, qui, bien qu'il n'ait laissé aucune trace écrite, puisqu'il ne pouvait pas écrire, a laissé une trace, plus qu'une trace, dans l'histoire, car justement, il avait une vision. Il avait cette vision qu'il y aurait la génération de la résistance, la génération des pierres, la génération du cessez-le-feu, et après la génération de l'autodétermination. C'est finalement un programme qui cadre complètement avec les textes internationaux, et c'est tout à fait dommage qu'on continue à marginaliser et qu'on prolonge ce conflit en essayant d'éliminer en gros la moitié de la population du sort qui sera celui des Palestiniens demain. Quelques mots encore. J'ai la chance de traduire grâce au progrès de la technologie. Je ne suis pas arabisant, je suis en train de traduire le livre de Yahya Sinwar, que Yahya Sinwar a écrit en prison et qui s'appelle L'épine et l'œillet. Et à travers ce livre, qui est un livre épais, vous voyez, qui fait 350 pages, vous voyez, on se rend compte que finalement, quand on écrit un bouquin de 350 pages, même si on dit ce n'est pas ma biographie, mais tout ce qui est dedans, c'est vrai, on me l'a raconté ou je l'ai vécu, on se dévoile énormément. Yahya Sinwar, contrairement à des horreurs qui ont été écrites par des gens qui n'avaient absolument pas étudié la question, Yahya Sinwar était un intellectuel qui avait fait des études de littérature arabe, qui en plus parlait hébreu et tout cela. Et en même temps, à travers ce livre, on voit quelqu'un qui a des talents d'écriture
et surtout qui décrit chronologiquement toutes les étapes qu'il a traversées, lui et ses camarades, depuis finalement l'âge où on commence à avoir une conscience politique, c'est-à-dire très tôt, 6 ans par exemple. Eh bien, il décrit justement tous ces mouvements de libération nationale qui ont traversé la Palestine à cette époque. Et ce qui est particulièrement touchant, c'est qu'il met en scène des personnages. Certains, d'ailleurs, on les reconnaît, ce sont des personnages ayant existé. Le Cheikh Yassine est présent, mais d'une façon très discrète, pour des tas de raisons. Parce que quand on est en prison, quand il y a de la résistance, il faut nuire à personne. Enfin, on sent bien qu'il y a des influences qui sont liées au contexte de chaque époque où les choses sont écrites. Il n'empêche que Yahya Sinwar restaure avec une énorme sincérité et honnêteté les débats idéologiques qui auraient pu avoir lieu dans un amphi comme ici, entre les étudiants qui avaient 18, 20, 25 ans, avec les différents partis qui se sont constitués, les nationalistes, les communistes, les islamistes, les interpénétrations, les passages d'un mouvement à un autre, et en particulier, il y a eu beaucoup de mouvements qui sont passés de la gauche marxiste, ou d'individus plutôt, et qui sont passés à l'islam politique pour des raisons, je dirais, de stratégie de conquête de la liberté. En particulier, il est assez frappant de voir que l'un des principaux responsables du Parti communiste du territoire de 48, Nimer Darwish, Abdallah Nimer Darwish, si je me souviens bien, eh bien, est devenu le principal responsable du Hamas dans le territoire de 48 avant Raed Salah. C'était un communiste qui est devenu un responsable islamiste. Et donc, il n'y a pas de ségrégation, il y a des discussions, et quand Yahya Sinwar restitue ces dialogues, ces oppositions, eh bien, il y a des moments où il développe tellement bien l'argumentaire de l'opposition qu'on se demande si ce n'est pas son avis lui-même. Vous voyez à quel point il est honnête dans sa restitution de tous ces mouvements idéologiques. Et donc, c'est évidemment très triste de pouvoir se plonger dans ce livre après sa disparition, mais en tout cas, à travers ce texte très long, eh bien, on s'aperçoit que c'était véritablement, comme le Cheikh Yassine, quelqu'un qui aura marqué son temps. Voilà, je vous remercie.